C'est bon. Bonjour à tous, je suis Célia Colombier. J'anime le réseau Île-de-France Santé Environnement, connu aussi sous le nom d'ISE. C'est un réseau qui est piloté par l'Observatoire régional de santé, qui est un département de l'Institut Paris Région. L'objectif de ce réseau, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est de développer une culture commune en santé environnementale et de rassembler les acteurs de la santé et de l'environnement. Et parmi ces activités, le réseau organise des événements avec pour objectif d'une part de permettre aux acteurs territoriaux de monter en compétences et d'autre part de donner à voir des initiatives inspirantes pour échanger sur leur reproductibilité. Je vous invite aussi à consulter le site du réseau pour accéder au replay de ces événements que je vous partagerai dans le chat par la suite. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la série Vivre avec le changement climatique, les territoires s'engagent. Après un premier épisode introductif en janvier sur les vulnérabilités franciliennes, on en a eu un second sur les espèces dites à enjeu pour la santé humaine, et plus particulièrement on s'est intéressé à la chenille processionnaire du pin et du chêne, puis un troisième sur les maladies à transmission vectorielle il y a un mois avec un focus sur le moustique tigre. Et aujourd'hui on s'intéresse au lien qui est complexe, qui n'est pas évident à première vue, entre santé, changement climatique, agriculture et alimentation. Et pour ce faire, donc, on a invité deux personnes qui sont à l'écran. Michel Duru, d'une part, qui est directeur de recherche, chargé de mission à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, donc plus connu sous le nom d'INRAE, et qui est spécialisé dans l'agronomie et la santé globale. Et puis Thomas Lefebvre, qui est consultant chez Ceresco et ancien animateur du réseau rural d'Île-de-France. Alors, avant de laisser la parole aux intervenants, je rappelle quelques éléments sur le déroulé. Donc, le webinaire se découpe en deux parties. Une première partie de présentation, durant laquelle vous pourrez poser des questions en cliquant sur l'icône Q&A à droite de votre écran. Ces questions-là, elles seront relayées aux intervenants dans un second temps, dans le second temps du webinaire. Le chat, donc qui est la bulle à droite également, est utilisé davantage pour partager les ressources et les informations. Et donc dans un second temps, les intervenants répondront à vos questions et rebondiront sur vos commentaires. On n'a pas le temps de traiter l'ensemble des questions. On déposera un FAQ sur le site du réseau dans l'article qui est dédié au webinaire. Donc, je commence enfin pour poser les enjeux et donc mettre en lumière les synergies entre santé, changement climatique, agriculture et alimentation. Je vais laisser donc la parole à Michel Duru, qui est un artisan de la mise à l'agenda du mot d'ordre Une seule santé, grâce à ses nombreux travaux académiques sur le sujet notamment. Merci d'avoir accepté notre invitation, Michel. Je laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis agronome à l'INRAE et je travaille sur les relations agriculture, environnement, alimentation et santé depuis quelques années. Je pourrais avoir la diapositive. Donc, j'ai entrepris des travaux de recherche, notamment sur la transition agroécologique du système alimentaire. Ça veut dire la transition à la fois en agriculture et en alimentation. En effet, pour faire face aux défis actuels, on ne peut pas envisager l'un sans l'autre. La diapositive suivante. Excuse-moi Pascal, il faut que tu te mettes en mode, sortir du mode présentateur. Voilà, Donc, c'est bon, je on voit vais mieux, merci. la suivante. Je vais avoir 4 parties. D'abord, je vais faire un rappel d'un constat qui est assez alarmant. Ensuite, je vais détailler ce qu'est une agriculture durable pour l'environnement, notamment pour le climat et la santé. Puis, je vais faire un petit zoom sur les relations entre l'alimentation, la santé et l'environnement. Et après, je montrerai comment repenser le système alimentaire dans une perspective d'une seule santé. Suivante. À l'échelle planétaire ou bien européenne, nous sommes confrontés à un certain nombre de défis environnementaux qui sont en vert ici et de défis sanitaires qui sont en bleu. Pour l'environnement, c'est bien sûr le changement ou dérèglement climatique, c'est l'épuisement des ressources,
les énergies fossiles, mais aussi le phosphore en agriculture, la déforestation. Ce n'est pas en Europe, mais nous y contribuons au travers de notre alimentation, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre, la qualité des sols et des eaux, par exemple l'eutrophisation des eaux, le déclin de la biodiversité. En ce qui concerne la santé, il y a la précarité alimentaire, les maladies chroniques. Je rappelle que c'est 2 milliards d'habitants dans le monde et 15% de la population française. L'antibiorésistance, due à un excès d'utilisation d'antibiotiques en élevage en médecine humaine. Et enfin, les zoonoses visibles de la faune sauvage aux élevages et aux humains. Vraisemblablement, le coronavirus en est une. L'agriculture et l'alimentation contribuent pour beaucoup à ces dégradations. Par exemple, pour les gaz à effet de serre, c'est 25%. Mais l'important n'est pas là, c'est que toutes ces crises sont interdépendantes. Notre alimentation contribue à la déforestation, qui contribue au changement climatique, qui contribue à la baisse de la biodiversité, et cette baisse de biodiversité nous fragilise. Donc en fait, il y a une relation entre la santé des sols et des eaux, la santé de la planète et la nôtre. Et donc il faut avoir une vision holistique que je vais vous présenter en quelques minutes. Suivante. Alors juste pour rappeler en France où nous en sommes, vous avez sur le graphique de gauche l'obésité. De 1980 à 2015, c'est passé de 5 à 15%, ça a triplé. À droite, une autre maladie, le diabète, de 1997 à 2013 par classe d'âge. Le diabète double pour toutes les classes d'âge, les moins de 45 ans en vert, les 45-75 ans en orange, double en l'espace d'une vingtaine d'années. Ce n'est pourtant pas un virus. Suivante. Le plus grave, c'est qu'on a des dynamiques similaires, donc le même placement des courbes par couleur pour les cancers, polyarthrite, maladies coronariennes, et que c'est pour la classe la plus jeune que l'augmentation est importante pour les maladies de Crohn et les spondylarthrites. Suivante. Et donc ça a un coût pour la sécurité sociale qui est très important. Suivante. Une illustration en termes d'environnement. Vous avez ici, de 2000 à ce jour, le nombre de captages abandonnés car non conformes à la polatabilité de l'eau. En haut, c'est la courbe rouge, ce sont les nitrates. Vers le bas, la courbe jaune, ce sont les pesticides. Donc régulièrement, on ferme des captages parce qu'on n'est pas en mesure, avec les technologies ou l'argent disponible, de traiter les eaux. Suivante. Une illustration maintenant sur les pesticides dans les eaux souterraines. Vous avez la photographie de la France en 2010 à gauche, en 2018. En moins de 10 ans, tout s'est noirci, notamment dans le grand nord de la France, bien qu'il y ait eu des plans éco-phyto dont l'objectif était de diviser par 2 l'utilisation des pesticides. Suivante. Ici, vous avez à l'échelle européenne les fuites d'azote. À gauche, c'est l'ammoniac dans l'air. Il faut savoir que l'ammoniac provient surtout des élevages. Vous voyez les zones violacées qui concernent la Bretagne et tout le Benelux, voire une partie du centre de la France. À droite, c'est la carte sur les nitrates, donc dans les eaux. Et vous avez aussi les zones d'élevage. On voit bien la Bretagne, le Benelux, la Grande-Bretagne et le Massif central, la plaine du Pô, sont dans le rouge. Et ça, malgré les directives qui sont prises au niveau européen, ça s'est au mieux stabilisé. Suivante. Quand on prend un peu de recul, qu'on regarde à l'échelle planétaire, ce que je viens de dire revient à ce qu'on appelle le système Terre, à savoir les communs que sont l'air, l'eau, les terres et la vie se sont dégradés à tel point que l'on dit qu'on a parfois dépassé les limites planétaires, c'est-à-dire que ces écosystèmes ne sont pas à même de se régénérer. Suivante. Sur le fromage que vous avez là, vous avez une dizaine de critères, donc de limites planétaires. Soit on est dans le vert, on est encore dans des situations où c'est récupérable, soit on est dans le rouge, ça veut dire qu'on a dépassé les limites planétaires. Bien sûr qu'il y a le climat en haut de la figure, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a beaucoup l'azote et le phosphore dont les excès d'émissions dans l'environnement proviennent essentiellement de l'agriculture. Par exemple, il ne faudrait pas dépasser
40 à 50 kilos par hectare pour que les écosystèmes soient à même de se régénérer. En fait, une partie des territoires français dépasse ce niveau. Il y a des problèmes aussi avec les quantités et la qualité de l'eau douce, le dérèglement climatique bien sûr, et l'effondrement de la biodiversité. Suivante. Donc nous sommes arrivés à un point où plusieurs études, dont 2 européennes, montrent que quand on dépasse 1 euro pour se nourrir, il faut 1 euro pour réparer notre santé et 1 euro pour réparer la nature. Réparer notre santé, de la prise en charge de toutes les maladies chroniques dont je vous ai parlé, 90 milliards d'euros. Et si c'est aussi réparer, restaurer la qualité de l'eau, restaurer la qualité de l'air, et si on ne le paie pas maintenant, ce sont les générations futures qui le paieront, notamment le climat et la biodiversité. Suivante. Rentrons maintenant dans le vif du sujet pour qu'est-ce que c'est qu'une agriculture durable. Suivante. Bien sûr, vous connaissez l'agriculture biologique, l'agriculture raisonnée, maintenant le label haute valeur environnementale. Voyons ce qu'il en est plus en détail. Suivante. L'agriculture est vue traditionnellement pour ses impacts, ce qu'il y a en bleu à gauche. Ça utilise des ressources, des terres, de l'eau, de l'énergie. Et bien sûr que ça impacte les écosystèmes, les émissions de gaz à effet de serre, presque 20% de l'agriculture, l'eutrophisation des eaux, j'en ai parlé, les particules fines, qui sont issues notamment des émissions de l'ammoniac. Sur la partie droite, vous avez ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est-à-dire l'agriculture peut se rendre service à elle-même en remplaçant tout ou partie des intrants de synthèse par les services fournis par la biodiversité. La pollinisation, par exemple, la régulation des bioagresseurs, la coccinelle qui mange le puceron, par exemple. Quand vous utilisez une légumineuse, ça vous dispense de mettre de l'azote minéral. Quand le sol est bien structuré, ça permet de stocker plus d'eau et de la restituer aux cultures. Autre chose, l'agriculture peut fournir des services à la société en séquestrant du carbone dans les sols, c'est ce qu'on appelle la régulation du climat, en dégradant les pesticides, en améliorant la qualité de l'eau et en fournissant des produits à haute valeur nutritionnelle. Donc tout l'enjeu, c'est bien ce qui est marqué au centre, produire des biens agricoles et ce qu'on appelle des produits biosourcés, par exemple du chanvre pour faire du béton, mais c'est réduire les impacts qui sont à gauche et augmenter les services qui sont à droite. Voyons plus en détail, suivante, les services fournis à l'agriculture. Donc cette liste de services, je le rappelle, pollinisation, stockage de l'eau, c'est ce que vous avez sur la droite. Et la clé pour parvenir à cela, c'est les figures du milieu, à savoir c'est ce qu'on appelle les couverts végétaux gérés. C'est-à-dire c'est la couverture permanente du sol pour assurer une photosynthèse, c'est les associations d'espèces. Et dès qu'on développe cette biodiversité, ça accroît les micro-organismes du sol et la faune du sol, les vers de terre par exemple, et ça contribue à diversifier les paysages, par exemple, fournir le gîte et le couvert aux coccinelles qui vont manger les pucerons aux 4 saisons de l'année. Et vous voyez que cette biodiversité, à tous les étages, va permettre d'accroître tous les services. Mais ce que vous avez sur la gauche, il y a un certain nombre de facteurs qui, en excès, perturbent cette biodiversité. Le travail du sol, par exemple, détruit les galeries de vers de terre, les pesticides détruisent les ennemis naturels des cultures, et les engrais de synthèse, lorsqu'ils sont en excès, ils ne sont pas bons pour tout ce qui est microfaune du sol, faune et micro-organismes du sol. Cette manière de voir l'agriculture renverse complètement les manières de faire, à savoir ce qui est limitant pour la croissance des plantes, c'est plutôt le carbone que l'azote, d'où l'importance de couvrir le sol en permanence. Suivante. Je vais comparer maintenant 3 types d'agriculture, 2 qui vous sont familières. L'agriculture conventionnelle, qui met en œuvre des pratiques pour s'améliorer, par exemple les technologies de l'agriculture de précision, la génétique, mais en restant toujours sur des systèmes simplifiés. Je rappelle qu'en France, 4 cultures annuelles occupent 95% du territoire. Actuellement, ça prend la forme d'un nouveau logo, d'un nouveau label qu'on appelle haute valeur environnementale. L'agriculture biologique, c'est l'interdiction d'utiliser des intrants de synthèse, pesticides et fertilisants de synthèse. Et l'agriculture de conservation des sols est basée sur la couverture permanente du sol, la réduction du travail du sol et la diversification des cultures, mais n'exclut pas
l'usage des pesticides et des engrais de synthèse, mais étant basé sur la santé du sol, il est possible de réduire ces intrants de synthèse. J'ai noté ici, j'ai mis une note d'impact, une note de service. Plus les impacts sont élevés, plus la note est élevée, donc moins c'est bon. Et donc vous voyez le classement, l'agriculture conventionnelle, même améliorée, est moins bonne que l'agriculture biologique ou l'agriculture de conservation des sols. Quant aux services, j'en ai considéré 7 ou 8 parmi ceux que j'ai présentés tout à l'heure. Eh bien, l'agriculture conventionnelle fournit moins de services et ceux qui en fournissent le plus, ce sont l'agriculture biologique et l'agriculture de conservation des sols. On pourra aller plus loin dans la discussion parce que ça dépend comment on pondère les critères. Mais le résultat, le classement est là, ce qui veut dire que l'agriculture française, pour les formes les plus vertueuses, le bio c'est 15% des exploitations agricoles, l'agriculture de conservation c'est 4% des exploitations agricoles. Donc, bien que chaque agriculture ait ses points faibles et ses atouts, les services à la société, notamment séquestration du carbone, biodiversité, sont fournis en plus grande quantité par les agricultures agroécologiques, agriculture biologique et agriculture de conservation des sols. Suivante. En conclusion, pour les productions végétales, nous avons deux visions du monde. Soit on reste sur des systèmes simplifiés et on utilise le numérique, la robotique et le génétique pour réduire les impacts. Mais les travaux scientifiques montrent que, malgré les progrès attendus, c'est insuffisant pour répondre aux enjeux que je vous ai présentés en introduction. Et donc la voie à promouvoir, qui est basée sur les connaissances scientifiques, c'est d'abord la biodiversité dans les sols, les cultures et les paysages. Ça s'appelle l'agroécologie, pour fournir des services à la société et aller plus loin dans la réduction des impacts. On peut bien sûr utiliser la génétique, le numérique, pour aller encore plus loin, mais c'est d'abord la biodiversité. Or, les politiques européennes mettent d'abord en avant les technologies. Suivante. On va passer maintenant à l'élevage. Pourquoi c'est important? Vous avez la carte de France ici à l'échelle, stylisée bien sûr, et sur la partie droite, c'est toutes les terres dédiées à l'élevage. Tout ce qui est en vert, ce sont les prairies, et en jaune, dans la partie encadrée en bleu, ce sont les cultures dédiées à l'élevage, le maïs, le soja, le blé. Sur la partie gauche, vous avez des cultures destinées à l'alimentation humaine, mais une grosse partie, vous le voyez en haut à gauche, est exportée. Et les cultures pour notre alimentation, ça peut être aussi bien le grain de blé qu'une légumineuse, que la lentille, les fruits et légumes. C'est une toute petite partie de notre territoire. Par exemple, pour le blé, quand on en produit 100, on en exporte 50, on en mange 10 et on en donne 40 aux animaux d'élevage. À l'extérieur de cette figure, vous avez les importations, donc pour les fuels, le biocarburant, le soja, 1,5 million d'hectares, le plus souvent issu de la déforestation et OGM, et puis beaucoup de fruits et légumes et d'excitants. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas un accord, donc il y a un grand décalage entre ce qu'on consomme comme production végétale et ce qu'on cultive en France, entre ce qu'on consomme et ce qu'on produit. Et en plus, qu'il faudrait consommer pour notre santé, ça suppose d'accroître fortement les légumineuses, les fruits et légumes. Donc si je simplifie, en France, on ne produit pas ce qui est nécessaire à notre santé, ou pas suffisamment. Suivante. Alors maintenant, on va comparer les formes d'élevage comme on l'a fait pour les productions végétales. On va regarder bien sûr les impacts, et Dieu sait qu'ils sont grands pour les élevages, puisque l'élevage, vous savez, c'est les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, et on vient de voir qu'en termes d'emprise au sol, c'est considérable. L'élevage peut aussi fournir des services à la société, notamment en fournissant des produits de qualité. Et puis, il y a un critère supplémentaire qu'il faut considérer, c'est est-ce que cet élevage, l'alimentation des animaux, rentre ou non en compétition avec la nôtre. Si j'ai des prairies pour nourrir des ruminants, les prairies, je ne les mange pas. Par contre, lorsque je donne du blé à des cochons ou aussi à des vaches, je pourrais manger ce blé. Et on parle de compétition dans ces cas-là. Suivante. Alors, je vais faire un petit zoom sur la composition des produits animaux avec deux caractéristiques importantes. Certes, les produits animaux ont des protéines, mais ils ont deux acides gras indispensables pour notre santé. En abscisse, c'est ce qu'on appelle les oméga 3. En ordonnée, c'est ce qu'on appelle les oméga 6. Les oméga 3 ont une fonction anti-inflammatoire. 95% de la population française n'a pas le niveau requis. Et les oméga 6 ont une fonction inflammatoire.
Et vous avez sur la diagonale bleue le rapport entre les acides gras inflammatoires, oméga 6 et anti-inflammatoires. La droite oblique de 4, c'est la droite au-delà de laquelle, si on est à gauche, on a une alimentation qui est inflammatoire, et si on est à droite, qui est anti-inflammatoire. Regardez le lait en bas. Soit c'est vert, c'est un lait fourni où les vaches sont nourries à l'herbe, ou bien à gauche, c'est un lait où les vaches sont nourries au maïs soja. Eh bien, la teneur en oméga 3 est 2 fois plus importante pour le lait fait à l'herbe que pour le lait au maïs soja. Et donc, on a un lait ou des fromages qui ont une fonction anti-inflammatoire. Si on passe en haut de cette figure, pour le porc, par exemple, quand on est sur la partie gauche, vous voyez qu'on a des produits, quels qu'ils soient, qui sont puissamment inflammatoires, alors que lorsque le porc est nourri et complémenté avec du lin, on a des produits qui sont puissamment anti-inflammatoires. Maintenant, je vais faire une petite synthèse de cela dans la suivante. Et je vais comparer, suivante s'il vous plaît, je vais comparer deux types d'élevage laitier. Soit on a un élevage biologique, vous voyez la vache qui pâture, soit un élevage conventionnel. Alors je rappelle que le lait fait à l'herbe en France, c'est 35% et 65%, c'est du lait fait avec du maïs et du soja. Et on va le comparer pour 3 choses. Les impacts et les ressources. Et vous voyez qu'il y a une grosse différence entre un élevage herbager qu'on peut noter A, parce qu'il y a énormément moins d'impact par rapport à un élevage conventionnel qui est noté C. Les services à la société, la même différence, entre autres, pourquoi? Parce que les vaches qui pâturent des prairies, ça fournit un lait qui a une vertu anti-inflammatoire, ce que je viens de présenter, mais les prairies fournissent aussi beaucoup de services à la société. En gros, elles jouent un rôle de haie dans les paysages. Elles fournissent le gîte et le couvert pour les ennemis naturels des cultures. Il y a aussi des différences de bien-être animal. Donc là, il n'y a pas photo. Les différences sont fortes entre un lait fait à l'herbe et un lait fait au maïs soja. Suivante. Donc si je synthétise ce que je viens de dire pour l'élevage, actuellement, nous avons affaire à des élevages spécialisés. Les régions sont spécialisées, souvent sans lien au sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autonomie en protéines des élevages. C'est la raison pour laquelle on importe l'équivalent d'1,5 million d'hectares de soja. Et les améliorations de ce système se font avec la génétique et les technologies de l'élevage de précision pour réduire les impacts. Mais là encore, les travaux scientifiques montrent que ce n'est pas suffisant pour atteindre des objectifs sur le climat, et j'y reviendrai, et pour atteindre des objectifs sur les réductions des pertes d'azote. Et donc, la voie à privilégier, c'est ce que j'appelle un élevage 3R, redimensionné pour le réduire, redistribué géographiquement et orienté, élevage à l'herbe pour les ruminants. Et ça suppose que les porcs et les volailles qui ne mangent pas d'herbe ou très peu soient nourris avec beaucoup plus de coproduits. Et cette voie-là, elle permet de fournir des services à la société et elle permet d'aller plus loin que la voie précédente pour la réduction des impacts. Et bien sûr, elle est possiblement couplée avec le numérique et la génétique. Mais c'est en accompagnement, ce n'est pas d'abord le numérique et la génétique. Suivante. Je passe à la partie sur l'alimentation. Suivante. Je rappelle que pour l'essentiel, notre alimentation n'est pas en accord avec le plan national nutrition santé. Consommation insuffisante de fruits et légumes. Un tiers des Français consomment plus que les 500 grammes de viande rouge recommandés par semaine et 2 tiers des Français consomment moins de 150 grammes, plus de 150 grammes de charcuterie recommandée. Un cinquième consomme des légumineuses 2 fois par semaine, alors qu'il le faudrait en consommer bien plus. On en consomme 1,7 kg, il faudra en consommer 10 kg. Quelque chose de très important pour notre santé, ce sont les fibres, à savoir les enveloppes des cellules végétales. 90% des Français n'ont pas les 30 grammes par jour. Les oméga 3, dont je viens de parler, qui sont anti-inflammatoires, 95% n'ont pas les recommandations. Et puis, il y a des recommandations assez qualitatives sur les produits ultra transformés, qui contiennent des additifs. Il faut tout changer aussi, il faut les réduire. Suivante. Alors, pour relier les maladies dont je vous ai parlé tout à l'heure à notre environnement, c'est-à-dire ce qu'on boit, ce qu'on respire et ce qu'on mange, bien sûr, il y a un élément clé qui a été découvert, c'est le rôle du microbiote intestinal.
Parmi les maladies que je vous ai présentées, l'origine génétique est en moyenne de 20%. Le reste, c'est notre environnement au sens large. Une estimation de personnes en bonne santé, mais qui ont leur microbiote dégradé du fait d'une hygiène de vie pas satisfaisante, notamment l'alimentation, ça concernerait un tiers des Français qui sont en état de pré-maladie. Suivante. Donc, en résumé, soit on a une bonne alimentation, on a un bon microbiote, une bonne santé, et dans le cas contraire, on a un appauvrissement du microbiote, des dysfonctionnements qui génèrent une inflammation qui attaque potentiellement tous nos organes, les poumons, le cerveau. C'est à l'origine de la plupart des maladies chroniques associées à un affaiblissement du système immunitaire. Suivante. Maintenant, on sait ce qui est favorable ou défavorable. Ce qui est favorable, ce sont les fibres, les oméga 3, les antioxydants. Et vous avez vu, les antioxydants, il y a un rôle de l'élevage pour les oméga 3. Les antioxydants, c'est les fruits et légumes. On en consomme pas suffisamment. Et pour les fibres, ce sont les légumineuses, on n'en consomme pas suffisamment, et le pain complet. Et les facteurs défavorables, un excès d'acides gras saturés et d'oméga 6, donc c'est surtout la viande, et puis les pesticides contaminants, ça vient de l'agriculture, le problème, et puis un excès de consommation de produits ultra transformés. Là, c'est la transformation. Suivante. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut piloter notre microbiote, donc en jouant sur notre environnement, ce qu'on boit, ce qu'on respire, et surtout ce qu'on mange, pour réduire les risques de maladies chroniques. Suivante. La mauvaise nouvelle, c'est que la balance entre facteurs favorables et défavorables s'est dégradée depuis les années 50. Suivante. Voyons maintenant les liens entre ce qu'on mange et l'environnement. Vous avez ici 5 critères. Les gaz à effet de serre, les surfaces nécessaires pour produire 100 grammes de protéines, l'énergie pour produire 100 grammes de protéines, l'eau nécessaire pour produire 100 grammes de protéines et l'eutrophisation des eaux. Et on compare 6 sources de protéines. En rouge, c'est la viande rouge. En bleu, ce sont les laitages. Donc si je parle de protéines, c'est du fromage. Marron et violet, c'est le porc. Et en vert, ce sont les légumineuses. Pour faire simple, il y a un facteur de 10 entre la légumineuse, la lentille et la viande rouge. Et vous comprenez bien, donc selon ce qu'on mange, protéines végétales ou protéines animales, ça contribue au dérèglement climatique, à une perte de souveraineté alimentaire parce qu'il faut plus de surface, à l'épuisement des ressources non renouvelables parce qu'il faut plus d'énergie, à raréfaction de l'eau et eutrophisation des eaux. Par contre, il faut nuancer avec ce que j'ai dit. Si on utilise des coproduits pour les monogastriques, ce n'est pas un problème. Si on utilise des prairies pour les ruminants, ce n'est pas un problème. C'est donc ça qu'il faut privilégier. Venons-en maintenant à l'impact de notre alimentation. Vous avez, suivante, vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2, c'est-à-dire on cumule le méthane des vaches, le protoxyde d'azote et le CO2. Un Français moyen, vous voyez, c'est 1600 kg. Mais vous voyez, la viande rouge, c'est plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. En bleu, ce sont les laitages. Et tout ce qui n'est pas produits animaux, ça se réduit à 200 kg. Donc pour ceux qui sont véganes, ils vont consommer bien sûr un peu plus de produits végétaux, mais ça va réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. Suivante. Et justement, je mets en haut ici un régime non vegan, mais un régime qui est recommandé pour la santé de la planète. On réduit drastiquement la viande rouge et un peu les laitages. Vous voyez qu'on passe de 4 kg à moins de 2 kg de CO2 par jour, tout en étant pas vegan. Suivante. Et enfin, pour terminer, sur ce point, une très bonne nouvelle. Avec l'enquête INRA-INSERM portant sur 100 000 personnes, on compare ici le 5e de ceux qui mangent le mieux au 5e de ceux qui mangent le moins bien. En haut à droite, vous avez 2 indicateurs sur la santé, et en bas à gauche, vous avez 3 indicateurs environnementaux, les émissions de CO2 par jour, le nombre de mètres carrés nécessaires pour se nourrir par jour et le besoin en énergie. Le régime vert, qui est le meilleur, il est conforme aux recommandations. On consomme 1 gramme de protéines totales par kilo de poids corporel, dont la moitié de protéines végétales. Et notre microbiote intestinal fonctionne bien parce qu'il y a 30 grammes de fibres par jour. Ceux qui mangent le moins bien, en rouge, ils consomment 2 fois plus de viande. Ils ne sont pas au niveau pour les protéines végétales, les protéines animales, pour les fibres, pardon. Et vous voyez la quantité de CO2 émise par jour, on passe de 2,6 dans le vert à 6 dans le rouge,
et le nombre de mètres carrés pour se nourrir, on passe de 7 à 15 mètres carrés. Donc ceux qui ont le meilleur régime alimentaire pour la santé, c'est le meilleur régime alimentaire pour l'environnement. Suivante. Je vais terminer maintenant en donnant une perspective encore plus large à ce que je viens de dire, en me situant, en insistant sur les cycles du carbone, donc c'est le climat, dans une perspective d'une seule santé, suivante, et sur l'azote. Ici, vous avez la suivante, les émissions de gaz à effet de serre d'agriculture. Vous voyez, en ordonnée, c'est 100, non, précédente, c'est 100 millions de tonnes. Voilà, 100 millions de tonnes en équivalent CO2 pour l'agriculture et l'alimentation française, du champ à l'assiette. Et puis, en ordonnée négative, c'est la séquestration du carbone. Bon, on ne sait pas si on déséquestre ou on séquestre un peu. Et puis, vous avez différentes options dans les différents bâtonnets en allant de la gauche vers la droite, selon que je mets en œuvre les bonnes pratiques agricoles, ce qu'on sait faire, qu'on fait de l'économie circulaire pour faire de la méthanisation à partir des déjections animales. Si on va vers la reconception, c'est la couverture permanente du sol. Et puis, plus loin, c'est si on change l'alimentation, c'est les rayées horizontales. Et vous voyez que pour diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre, de passer de 100 millions de tonnes d'équivalent de CO2 à 50, il faut additionner toutes ces mesures. C'est la condition. Et lorsqu'on fait ça, quand on regarde l'ordonnée négative, on évite d'utiliser certaines énergies fossiles, on séquestre du carbone. Et quand vous allez complètement sur la droite du graphique, vous voyez qu'on peut séquestrer l'équivalent de 40 millions de tonnes. On arrive presque à une neutralité carbone. Mais ça suppose d'additionner tous ces changements et ils sont tous radicaux. La bonne nouvelle, c'est que c'est bon pour la santé de la planète puisqu'on réduit les gaz à effet de serre. Comme on séquestre du carbone dans les sols, c'est bon pour les services écosystémiques fournis par les sols aux plantes. Ça permet de réduire les pesticides. Et bien sûr, ce régime alimentaire, celui dont je vous ai parlé, plus végétalisé, plus varié, il est meilleur pour la santé. C'est une très bonne nouvelle qui demande des changements radicaux. Suivante. La même chose pour l'azote, mais je me situe au niveau européen. Vous avez des flux, vous voyez, qui vont des cultures, l'élevage, et puis ça atterrit dans notre assiette, l'alimentation. En Europe, on met 22 millions de tonnes d'azote dans les champs, et vous voyez, en rouge, on en perd 17 millions. Un Européen consomme 5,7 kg d'azote par an, mais il a fallu apporter 44 kg d'azote par personne. Cet azote est perdu sous forme réactive, les nitrates qui polluent, l'ammoniac, particules fines, essentiellement issues de l'élevage. Suivante. Le soja de la déforestation. Il y a beaucoup de recyclage qui est ici en vert, je n'ai pas le temps de détailler, mais quelle est la conclusion? Que si on veut, comme le veut l'Europe et la France, diviser par 2 les émissions, c'est-à-dire passer de 17 qui est perdu à 6 à peu près, il faut faire des changements qui sont indiqués en jaune. Dans l'agriculture, il faut un élevage réduit, il faut changer l'agriculture, faire de l'agroécologie, il faut une alimentation plus végétalisée, parce qu'à chaque fois qu'on consomme des protéines animales par rapport aux protéines végétales, il y a plus d'azote perdu. Et il faut bien sûr réduire le gaspillage et recycler beaucoup plus de choses, dont nos urines. C'est la condition, ou ce sont les conditions pour parvenir à réduire les émissions d'azote qui polluent l'air, les eaux et les sols. Suivante. Pour terminer, il faut changer de système. Le système actuel, sa force, c'est qu'il est très cohérent. On a une agriculture simplifiée, et on pense aux technologies pour réduire les impacts. On a une alimentation de type SMS, on cherche des substituts à la viande, ou on n'a pas mangé telle ou telle chose, c'est la santé par les médicaments. Et on a des chaînes de valeur qui sont mondialisées et centralisées. Et c'est ça qui génère, on a des prix bas, mais des coûts de réparation des écosystèmes et de la santé qui sont élevés. Suivante. Et donc, il nous faut changer de cohérence, de passer du rouge au vert. C'est ce que j'appelle la santé unique. Je ne détaille pas l'agroécologie, un régime de type 3V, c'est-à-dire plus végétalisé, plus varié, plus vrai, moins transformé, et une agriculture et une alimentation territorialisée où on rapproche les arbres des plantes, les animaux des prairies, des végétaux, et puis les agriculteurs des consommateurs. Et donc, ce sont des changements radicaux qui vont impliquer aussi de la sobriété dans la consommation, de l'autonomie, de la proximité et de la solidarité. Suivante.
de manière très schématique, en bas de l'échelle, vous avez ce qui est dominant actuellement, une agriculture conventionnelle, une alimentation conventionnelle. À la première marche de l'escalier, c'est des choix politiques dominants. Ce sont des innovations incrémentales d'une agriculture conventionnelle qui ne permettent pas d'aller très loin. De même, c'est une innovation incrémentale pour l'alimentation conventionnelle. Et si on veut aller beaucoup plus loin dans l'escalier, ou aller vers le One Health, une seule santé, il faut une agriculture régénératrice qui s'inspire du bio et de l'agriculture de conservation des sols, et une alimentation moins ultra transformée, plus végétalisée, plus de saison. Suivante. Bien, merci pour votre attention. C'est un petit peu rapide, mais j'ai un site internet où tout ce que je viens de dire est disponible sous forme de post ou bien avec des publications. Et ça, c'est fondamental pour éviter que la neige soit une appellation d'origine contrôlée, que les maladies chroniques se propagent à la vitesse d'un virus, et ce qui nous est arrivé avec le coronavirus se reproduise en plus grave. Merci. Merci beaucoup, Michel Duru, pour cette introduction qui était très complète et très éclairante. En guise de transition, je vais me permettre de citer la dernière phrase d'un article que vous avez écrit récemment. Le Covid-19 et le dérèglement climatique appellent à refonder notre système alimentaire. Vous écriviez donc dans la revue du groupe Ruralité, Éducation et Politique, ce sont ces systèmes alimentaires territorialisés à inventer, expérimenter et mutualiser qui constituent une porte de sortie de la crise par le haut. Donc, quelles réponses peuvent apporter les territoires? On parle aujourd'hui de plus en plus de projets alimentaires territoriaux comme étant un levier intéressant pour la résilience alimentaire des territoires. Et pour faire le point sur ce dispositif et d'ailleurs sa capacité aussi à intégrer la santé dans son projet, on pourra y revenir durant l'échange. Nous avons donc invité Thomas Lefebvre, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est consultant chez Ceresco et ancien animateur du réseau rural d'Île-de-France, dont il va vous parler. À vous, Thomas. Et bonjour, bonjour à tous. Alors je pense que vous voyez mon écran, c'est bon, Célia? Par contre, on ne voit pas le diaporama. Ah. On ne voit pas en diaporama. Voilà, c'est parfait. Bon. Ouais, parfait. C'est parfait. Bonjour à tous. Oui, donc là, je vais essayer de prendre la suite de Michel Duru sur un aspect un peu plus opérationnel, ou en tout cas un focus sur un outil ou un usage à l'échelle de vos territoires. Je vois que il y a en effet visiblement des personnes d'Île-de-France, mais pas que, et puis à différents échelons. On a des experts de l'agriculture, mais aussi plutôt de la santé. Je vais essayer de vous exposer cet outil, enfin ce cadre que sont les projets alimentaires de territoire. Rappeler, faire un petit focus sur les PAT d'Île-de-France, la situation, donc on appelle ça des PAT, projets alimentaires de territoire, la situation en Île-de-France, hein, désolé pour les autres régions. Et puis après, voir un peu des exemples d'actions à l'échelle des collectivités qui vont pas forcément permettre de forcément relever tous les défis qui viennent d'être exposés par Monsieur Duru, mais en tout cas une partie avec un focus sur l'adaptation au changement climatique parce que c'est un peu le thème du jour. Et puis un second qui était aussi le thème de ces webinaires, le lien entre agriculture, alimentation et santé, comme ça vient d'être exposé, un peu des pistes d'action et des choses qui sont faites sur le terrain. Pour me représenter, donc oui, en effet, je fais partie d'un cabinet d'études et de conseils, Ceresco, qui est basé à Lyon et Toulouse, qui accompagne des collectivités notamment, et puis différents échelons sur les questions de transition alimentaire et agricole, soit en effet des stratégies de territoire, soit foncier agricole, soit sur la relocalisation de l'alimentation, comme on va en parler tout de suite. Et puis, y compris, ça peut aller jusqu'au l'accompagnement plutôt de filières agricoles. Et puis, de plus en plus sur la transition agroécologique aussi de ces filières, notamment sur les enjeux d'eau, et de plus en plus sur l'atténuation au changement climatique, qu'on vient d'évoquer évidemment. Par ailleurs, j'ai animé pendant 4 ans aux côtés de la région Île-de-France ce réseau rural d'Île-de-France, donc réseau d'acteurs assez ouvert. On voit qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui en faisiez partie, ou en tout cas qui étaient
qui revenait régulièrement à ces événements, pour faire finalement dialoguer la profession agricole, les différentes structures agricoles à l'échelle de l'Île-de-France, et puis collectivités et différentes institutions qui gravitent autour de l'agriculture, et différentes collectivités, et sur les différents thèmes agricoles et alimentaires, donc de l'adaptation au changement climatique à la lutte contre la précarité alimentaire. Le cadre des projets alimentaires de territoire, donc ce qui est bien un cadre proposé par le ministère de l'Agriculture, mais qui a été proposé suite à finalement des préoccupations et de plus en plus de collectivités qui saisissaient de ce sujet, de développer des stratégies alimentaires de territoire. Très souvent, c'était des stratégies liées au circuit court en fonction des compétences des uns et des autres. Et ce cadre, il va un peu plus loin qu'une stratégie d'une collectivité, dans le sens où il propose, il impose, pour entrer dans le cadre des PAT, d'être labellisé projet alimentaire de territoire, d'avoir aussi une gouvernance qui implique les différents acteurs. On parle parfois de conseil de l'alimentation, enfin voilà, ça prend des formes à Bordeaux dans un sens, à, à Paris dans un autre sens, et puis dans toutes les collectivités qui sont impliquées, qui vont plus ou moins loin, donc une gouvernance partagée, donc c'est pas que la collectivité, et puis une stratégie qui se veut globale autour de l'alimentation. Donc on parle d'agriculture, mais pas que, on parle de sensibilisation, de lutte contre la précarité, et donc finalement on essaie d'aborder l'ensemble des maillons, on parle de la fourche à la fourchette, et c'est peut-être ça qui est imposé, et c'est peut-être ça qui est nouveau et qui a été assez innovant, d'essayer de mêler ces différents sujets, ces différentes portes d'entrée, on le voit, de l'alimentation, et qui concerne un certain nombre d'acteurs assez différents, pas que agricoles, pas que des filières alimentaires, et même en fait au sein des collectivités qui a imposé de faire en fait finalement sortir des silos, en tout cas de réfléchir ensemble, et qui était assez innovant, et on a un petit peu de recul, un tout petit peu de recul maintenant sur ce. En effet, on a environ 370 territoires qui on porte ces démarches-là, et c'est principalement, là vous avez le graphique à gauche, c'est un peu la taille des territoires par commune, enfin en nombre de communes, donc en gros c'est de 20 à 100 communes, donc c'est très souvent des EPCI, des intercommunalités, des communautés d'agglomération, des métropoles, et voire parfois des parcs naturels régionaux. Et on a aussi des communes, on va le voir aussi dans le cadre de l'Île-de-France. Donc ces réflexions à ces échelles-là, et qui sont vraiment beaucoup déployées, notamment avec une incitation par le plan France Relance, et donc finalement un soutien à l'émergence de ces projets, donc finalement financement, l'émergence de ces projets qui aboutissent à des actions relativement concrètes, on va en détailler quelques-unes tout à l'heure, et qui ont été aussi assez soutenues financièrement au moment de France Relance. Donc c'est vrai que ça a explosé, on n'a pas ici le graphique en termes de temporalité, mais c'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus. C'est pour ça que maintenant il y a une carte qui est complète de la France, avec au moins un PAT par département, et 12 PAT en Île-de-France, on va y revenir. Donc voilà pour ce cadre qui finalement un cadre, mais bon voilà, en gros c'est une réflexion autour qui parfois prend d'autres formes sur des collectivités, mais aujourd'hui on va parler de celui-ci, mais parfois c'est des stratégies alimentaires une forme un petit peu différente qui s'appelle pas forcément PAT. Dans ce cadre-là, donc en Île-de-France, on a 12, à l'heure actuelle, 12 projets alimentaires de territoire labellisés. Il y a un peu plus de collectivités qui travaillent à ces échelons, comme je vous le disais, hein. Donc là, il en manque quelques-unes qui travaillent sur ces sujets. Mais dans le cadre du PAT, il y en a 12, principalement des intercommunalités, mais on a aussi un établissement public avec le PA Marne, donc un établissement public d'aménagement. On a 2 communes, enfin voire 3 communes, dont la ville de Paris, et ça représente quelque part 37, enfin à peu près un tiers des communes franciliennes. Ça représente dans ces périmètres à peu près un tiers des espaces agricoles et un tiers des exploitations agricoles, et environ 50% des habitants sont dans un de ces territoires. Voilà, pour vous dire que c'est pratiquement finalement la moitié de l'Île-de-France est concernée en termes d'habitants par ce type de politique. Pour vous les citer, on a historiquement des territoires qui étaient principalement tournés et qui étaient impliqués sur ces questions-là en termes pour des objectifs de relocalisation de l'alimentation, développement des circuits courts.
Et on a quelque chose d'assez intéressant, c'est vrai que c'était souvent des territoires plutôt du sud-ouest et francilien, avec des plus hauts revenus et des attentes sociétales assez importantes à ce niveau-là. Donc on va pouvoir citer, là pour faire le petit tour des territoires rapidement, Sud-Essonne, alors territoire assez rural, 3 intercommunalités qui se rejoignent plutôt sur l'aspect agricole. Sud-Yvelines, on est la particularité d'avoir un PNR, aussi plusieurs intercommunalités, et puis le travail de la Bergerie nationale de Rambouillet sur le projet alimentaire de territoire. De la Plaine au Plateau qui réunit encore une fois 3 intercommunalités, vous voyez c'est quand même des échelles un peu plus larges, avec une dynamique autour du plateau de Saclay et Plaine de Versailles qui est même antérieure, avec des dynamiques de travail euh, qui mêlent différents collèges, différents types d'acteurs. Au nord, on continue avec un territoire aussi assez rural et finalement qui a mixé le PNR du Vexin français et puis une agglomération avec 200 000 habitants, Cergy-Pontoise, Ville Nouvelle et un gros travail aussi sur la consommation du foncier agricole. Et puis enfin, on a un pôle, vous voyez, nord-est francilien, y compris assez urbain, Roissy, Pays de France, qui travaille beaucoup sur l'agriculture, mais maintenant qui est pour travailler sur la lutte contre la précarité alimentaire, Plaines et Monts de France, territoire plus rural, le PA Marne, qui est donc cet établissement public d'aménagement qui réunit 3 intercommunalités dans son périmètre, travaille sur la périurbanité, et puis des territoires beaucoup plus urbains, voire essentiellement urbains. Un département, Seine-Saint-Denis, la pleine commune, le PCI qui est au sein du département, la ville de Paris, Fontenay-sous-Bois une commune, Gennevilliers une autre commune. Vous voyez, donc ça prend encore des formes assez différentes. Pour autant, ils sont tous labellisés projet alimentaire de territoire. Concrètement, sur quoi travaillent, quels sont les axes de travail de ces territoires? Et on verra par la suite quels projets ont émergé ou se déploient dans le cadre de ces projets alimentaires de territoire et en lien avec nos sujets. Le principal axe, c'est l'axe plutôt agricole, avec des enjeux de maintien de l'agriculture. Et ici, on parle d'installation agricole, transmission des exploitations agricoles et aussi de maintien des espaces agricoles, tout simplement. On est dans des situations de, d'espaces périurbains avec un enjeu très très fort qui est lié avec des enjeux évidemment environnementaux de consommation des espaces agricoles. Donc tous les impacts qu'on a cités tout à l'heure à l'instant, finalement il faut quand même préférer d'avoir des espaces agricoles que des espaces urbanisés. Et quelque part, c'est la base de ce système agricole dont on parle. Et donc, si on le maintient pas, on va pas tellement pouvoir travailler sur la suite. C'est un peu ça le prérequis. Et un travail notamment sur la fonctionnalité agricole, enfin aussi le lien urbain-rural. Seconde étape, et pas des moindres, c'est tous les axes de travail sur la structuration de filière. Comment reconnecter finalement cette distribution, cette industrie agroalimentaire et cette production. Parfois, c'est en effet déployer des outils de transformation. En réalité, c'est pas le seul axe. On a très souvent, c'est axé autour de la restauration collective comme finalement permettre des marchés, déployer des débouchés locaux qui sont en fait un des leviers abordables par les collectivités et même si ça représente pas non plus une part très très importante des ventes ou de la consommation, finalement c'est un levier qui est mobilisable, on en parle beaucoup, mais finalement un des constats c'est sûr que cet axe-là c'est une échelle enfin il y a encore un peu de travail et quelque part c'est pas forcément l'outil qui est parfaitement adéquat, on va le voir, c'est en termes d'échelle d'intervention. Mais donc un gros travail à faire sur ce relier de tous ces acteurs-là, de ces filières. Quelque chose qui va nous intéresser peut-être un peu plus aujourd'hui. Donc on descend encore en amont, en aval de ces filières avec l'accès à une alimentation de qualité pour tous, le lien urbain-rural. Donc c'est tantôt lutte contre la précarité alimentaire, tantôt juste sensibilisation, tantôt des enjeux de nutrition santé dont on va parler, lutte contre le gaspillage alimentaire et puis même vivre ensemble. C'est très souvent des projets politiquement portés qui sont très fédérateurs et donc c'est reconnecter aussi les riverains avec les agriculteurs, les consommateurs avec les agriculteurs, un peu les deux postures et qui sont assez importants voilà, en termes politiques à ce niveau-là. On a tenté la typologie
de projets alimentaires de territoire ici pour l'Île-de-France, avec certains territoires, vous le voyez, qui sont en dessous en orange, qui sont très portés sur des PAT alimentation et cohésion sociale, avec des axes forts sur la lutte contre la précarité alimentaire, sur le lien social, notamment des territoires pour le coup nord-est francilien, et on pourrait mettre la carte des revenus médians franciliens, elle correspond parfaitement à ces territoires évidemment. Roissy Pays de France, conseil départemental du 93, Plaine Commune, Fontenay-sous-Bois, Gennevilliers, qui ont finalement axé beaucoup, enfin principalement leurs travaux sur la lutte contre la précarité alimentaire et l'accessibilité à une alimentation de qualité, en travaillant sur l'offre alimentaire et sur aussi les différents circuits d'aide alimentaire, essayant de faire évoluer un certain nombre de ces circuits. Le second et finalement le deuxième et troisième, le second c'est nouvelle réciprocité urbain-rural, c'est finalement gros travail sur ce lien urbain et rural et en termes de fonctionnalité agricole, mais aussi de lien de consommation. Ici, on met Ville de Paris, Plaines au Plateau, donc c'était celui qui était autour du plateau de Saclay notamment, Sud-Essonne et EPA Marne, et finalement qui est assez lié et parfois se mélange avec des PAT très tournés sur la relocalisation, les filières agricoles qui sont très liées à l'agriculture en réalité et aux filières et aux industries agroalimentaires avec PAT Sud-Yvelines, CAJ Pontoise et le Vexin français, Plaines et Monts de France. Et finalement, on en met un dernier qui existe sans doute ailleurs en France. J'ai pas cité d'exemple, mais des PAT très tournés sur la transition agroécologique. En réalité, on voit pas trop. En tout cas, les ambitions sont pas souvent très très marquées sur ce sujet, qui n'est, attention, pas un sujet très fédérateur, qui permet pas forcément de relier la profession agricole et les consommateurs et puis qui est un sujet relativement complexe pour des EPCI qui sont souvent un peu novatrices, ou en tout cas pas forcément expertes sur ces sujets-là. Voilà une partie de l'explication, mais c'est vrai que ça fait c'est un peu un manquement de cet outil. Donc, avant de vous présenter quelques exemples concrets, petit bilan de cet outil du point de vue, et ici c'est des choses qui sont notamment issu de l'état des lieux des projets alimentaires de territoire qui a été fait par DRIAF, donc le ministère de l'Agriculture en région, qui a été présenté au CRALIM, Conseil régional d'alimentation, qu'on avait fait ensemble en décembre. Des améliorations et finalement c'est un bilan, alors quelques éléments un peu mitigés et puis des éléments de réussite par la suite. Finalement, vous voyez, il y a parfois des échelles d'intervention qui sont inter-PCI, qui rendent la chose assez intéressante, mais qui, quelque part, rendent aussi les choses plus difficiles politiquement, le partage du projet, et finalement des projets qui sont un peu plus longs à mettre en place, et parfois peut-être les ambitions des uns et des autres sont un peu revues à la baisse. Donc ça c'est une échelle qui est finalement intéressante et plus cohérente inter-PCI, mais qui rend les choses plus compliquées, qui fait que là, à 3-4 ans ou même 5 ans du début des premiers projets alimentaires de territoire, on a peu de recul. Hein. Bah, voilà, les résultats se font peut-être un peu attendre parfois. Le fait que quand on parlait de structuration de filière, de tous les enjeux qui viennent d'être soulignés par Monsieur Duru, eh ben on a parfois une échelle qui est un peu trop restreinte et finalement c'est tantôt sur faire appel aux agences de l'eau ou en tout cas ces périmètres d'intervention, aux régions ou voire ou même aux départements pour bah, voilà des ambitions de restructuration de filières locales, redéveloppement de filières locales et où parfois le PCI est un périmètre trop faible, trop restreint en tout cas. Et donc voilà, notamment sur ces questions de relocalisation et vraiment de travail sur les filières agricoles. Et finalement, avec aussi des grands acteurs des filières agricoles, des coopératives, des négociants, qui sont difficiles à impliquer dans ces démarches-là. Enfin, et c'est comme tout projet de territoire, en tout cas, qui mobilise de nombreux acteurs, de nombreux sujets, il faut les animer, c'est un temps de longue haleine et qu'il faut justifier. Et là, l'État a pas mal soutenu jusqu'à présent. Et à l'avenir, on posera la question de savoir quels sont les projets qui vont se maintenir et quelles solutions en termes de soutien à l'animation. Puis des réussites quand même pour ces projets.
c'est des projets fédérateurs portés politiquement. On a des choses très belles. Voilà, Michel Duruy intervenait dans celui de Toulouse Métropole il y a peu de temps avec des choses très portées et puis avec des projets très emblématiques et puis des ambitions quand même assez importantes. Et puis à l'échelle de pas mal d'autres territoires, donc des quand même des projets de territoire, des thématiques qui sont, et ça c'est une des grandes réussites encore une fois, il y a eu un rapport sénatorial là-dessus de Monsieur Marchand, sénateur Marchand, avec finalement, c'est la première fois qu'on associe tous ces sujets et qu'on les pense ensemble. Donc en fait, on peut parler de lutte contre la précarité alimentaire en lien avec le gaspillage alimentaire. En effet, il y a plein de points à faire. De permettre de parler en effet de lutte contre la précarité alimentaire et de produits de qualité. Et oui, on va pas donner que personnes qui ont peu de moyens ou qui sont en situation de précarité alimentaire que des produits de mauvaise qualité. Voilà. Donc on relie tous ces enjeux, on relie tous ces acteurs et pour animer très régulièrement ces ateliers, etc., parfois les gens ne se connaissent pas localement et c'est assez bien perçu. Et puis enfin, finalement ces territoires, et ça c'est aussi lié aux compétences des collectivités, aux conséquences de la loi NOTRe, etc., des collectivités qui n'étaient pas forcément très expertes sur le sujet, qui montent en compétences très très rapidement, qui donnent un peu une nouvelle aussi dynamique et voilà, qui bousculent un peu les différents acteurs, ce qui est plutôt intéressant. Maintenant, pour vous illustrer quelques cas, alors voilà, je ne sais pas trop quel timing j'ai, vous me direz. On Pas voulait beaucoup de temps. ça marche. Eh On va dire ben, 5-10 minutes. ok. Quelques illustrations sur l'agriculture et l'alimentation et l'adaptation au changement climatique. Euh, En effet, c'est une question qui commence à se poser, enfin, qui se pose évidemment dans pas mal de régions. En Île-de-France, il y a eu relativement peu de réflexions pour le moment. Il y a eu le Varenne de l'eau qui est sorti, il y a des réflexions maintenant après, notamment 2-3 étés enfin, complètement préoccupants. Mais par rapport à des régions un peu plus méridionales, eh ben, on a en effet peut-être un petit retard de réflexion avec des impacts de changement climatique en termes de hausse de température, de déficit hydrique et qui ont des impacts sur donc les productions végétales et animales, et puis des vagues de chaleur, des événements extraordinaires qui sont de moins en moins extraordinaires, réduction du jours de gel et puis précipitations intenses et grêle avec les destructions de couverts qu'on entend. Ça, c'est quelque part les impacts directs sur l'agriculture et donc sur le système alimentaire. Et il y a un certain nombre de pistes d'adaptation qui sont déployées, qui sont réfléchies. Et là, je rejoins ce que disait Monsieur Michel Duruy, c'est en effet, il y a un certain nombre de solutions qui sont qui sont finalement mobilisent seulement une adaptation du process de production. Donc c'est oui, faire des retenues collinaires, faire des méga bassines, j'en sais rien, travailler sur l'irrigation, travailler sur l'adaptation du calendrier, ouais, sur des modifications du système actuel pour qu'il soit plus adapté au climat quelque part, au climat en évolution. Mais c'est aussi de déployer des nouvelles types de production, que ce soit en termes génétiques, et puis on voit des cultures qui étaient plus au sud qui commencent à être cultivées plus au nord et des associations de cultures plus adaptées. Et puis quelque part, et c'est un peu ce qui était soulevé, non, c'est pas que avec la robotique et la génétique qu'on va réussir à s'adapter, c'est des changements systémiques qui sont nécessaires. Donc c'est finalement repenser tout le système de production et puis dans son ensemble à l'échelle des exploitations et puis aussi à l'échelle des territoires. C'est un peu le message. Ici, on est sur le cas des productions végétales. On a à peu près les mêmes réflexions sur les productions animales. Puis enfin, on parlait de co-bénéfice, c'est-à-dire quand on travaille sur l'adaptation au changement climatique, on ne faut pas mettre de côté tout ce qu'on vient d'évoquer sur la protection des ressources naturelles. On travaille sur les pollutions de l'air, de l'eau et de la biodiversité, donc les différentes ressources. Puis l'atténuation au changement climatique, on vient d'en parler pas mal, contribution au réchauffement notamment avec les nitrates et le méthane en particulier. Donc là, je vous cite un projet par exemple qui travaille spécifiquement sur ce thème-là en Île-de-France. On est sur donc plaines au plateau et finalement c'est un projet de recherche-action
qui vise, donc c'est le projet Climalec, qui porté par l'INRAE d'ailleurs, et qui vise à, en effet, étudier l'impact du changement climatique pour les maraîchers, en l'occurrence d'Île-de-France, avec différents bassins de maraîchers. On est sur le plateau de Saclay, mais c'est pas forcément le bassin de maraîchers, mais en tout cas les maraîchers du plateau de Saclay, et puis aussi à Cergy, à Metz-sur-Seine, et voir finalement quels sont les plus gros impacts. Les conclusions, c'est principalement sur l'eau, et finalement le travail du projet à venir, c'est essayer d'estimer globalement quelles sont les solutions, les besoins en eau à venir, très précisément, et adapter au climat francilien, parce que finalement on a peu de références franciliennes. Un exemple qui est soutenu dans le cadre de ces projets alimentaires des territoires et qui fait travailler ensemble, en l'occurrence là sur le plateau de Saclay où il y a un gros pôle de recherche des agriculteurs, c'est deux types d'acteurs ensemble. Sur le lien agriculture, alimentation et santé, donc là c'était un des exemples. Là, il y a une multitude de peut-être d'impacts et de moyens d'action. Moi, je les résume en 3 types de liens nutrition-santé. Tout à l'heure, on a eu un peu une approche complémentaire. Il y a finalement le comportement alimentaire et la santé, donc l'impact qu'on disait sur la nutrition, on parlait de taux d'obésité, enfin taux de personnes en situation d'obésité ou de surpoids. Là, on identifie des leviers qui sont liés à la sensibilisation par l'éducation et puis à agir sur une offre de produits alimentaires de qualité, finalement à agir un peu en amont. Et ici, on voit sur le lien santé et finalement, on a une carte ici, un gros travail qui a été fait par l'Agence nationale de solidarité active et le CREDOC en Île-de-France, spécifiquement sur la précarité alimentaire, mais avec ici un focus sur le lien santé. Et c'était en effet la prévalence des maladies provoquées par une mauvaise alimentation, donc des données de diabète et puis maladies cardiovasculaires. On voyait différentes situations avec et puis une deuxième variable qui était sur la distance et taux d'accessibilité à un médecin. Vous voyez finalement des situations géographiques rurales assez, finalement c'est plutôt le manque d'accès aux soins, et puis des territoires plus pauvres où il y avait un lien avec plus de maladies liées, en tout cas avec un lien fort avec une alimentation, mauvaise alimentation. Donc finalement, ce premier lien niveau comportement alimentaire et santé, un deuxième que je viens d'évoquer, qui est l'accessibilité économique et la santé. Donc finalement, on sait que quand on a moins de revenus, moins de ressources, c'est des régimes qui sont adaptés, voire vraiment une situation de précarité alimentaire. Et puis enfin, un lien direct, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, avec un impact sur la santé direct pour le consommateur ou le producteur, avec des maladies, notamment lymphome, et donc là je cite ici Bionutrinet, mais je ne vais pas le citer beaucoup plus, mais le lien direct de l'impact notamment des pesticides sur les consommateurs et les producteurs. Comme levier, je voulais évoquer différents exemples de travail qu'on observe à l'échelle de territoire. Je sais que justement, il y a pas mal d'ARS autour de la table virtuelle. Des contrats locaux de santé, c'est souvent un des outils qui est mis en avant pour faire le lien entre, enfin, qui est utilisé par ailleurs, mais axer finalement un axe de ces contrats locaux de santé à différentes échelles, qui soit l'alimentation et qui permettent finalement de déployer des moyens et une animation locale sur ce thème d'alimentation. C'est le cas donc à Cergy-Pontoise où il y a un lien qui a été fait, c'est la volonté qui est faite à Roissy Pays de France et à Plaine des Monts de France et puis ailleurs. Premier exemple finalement d'action pour faire le lien directement avec la santé. Puis d'autres actions, ici on est toujours sur ce premier moyen d'action qui sont tantôt Plaine des Monts de France d'une sensibilisation à l'alimentation de qualité pour les différents publics. Alors voilà, là il y a des exemples plutôt liés à l'éducation des plus jeunes, et puis ou pour les publics seniors ici avec le groupe SOS et des actions de Silver Fourchette, adapter des menus et puis travailler sur aussi cette accessibilité puis cette sensibilisation de ces publics à alimentation je dirais durable. Voir ici Grand Paris Sud les défis foyer à alimentation positive qui sont sont un type d'animation pour permettre à des personnes de garder avec leur budget finalement avoir accès à une meilleure alimentation et qui sont animés
par les groupements d'agriculture biologique partout en France. Enfin, deuxième grand levier, donc lutte contre la précarité alimentaire. Après la sensibilisation, ici la lutte contre la précarité alimentaire, qu'ici je vais pas beaucoup plus détailler, mais on a un certain nombre d'exemples, et notamment dans ces quelques PAT très urbains où c'est très axé sur ces sujets-là. On a en effet mettre en place des groupes de consommateurs pour permettre, notamment dans les quartiers, notamment mis en place par des bailleurs sociaux pour permettre l'approvisionnement de produits de qualité, en l'occurrence en vrac et donc des petites centrales de consommation, de consommateurs. Travailler sur l'aide alimentaire et qui a été pas mal critiquée, en tout cas qui est revue pour favoriser des produits locaux et puis faire face aussi à une demande en augmentation. Et puis une offre en don qui diminue avec des politiques de réduction du gaspillage alimentaire y compris, donc là, un petit peu une ambivalence de ce côté-là. Et puis ici, je citais peut-être à Fontenay-sous-Bois, cantine solidaire, un exemple de récupération de repas en restauration collective qui sont proposés dans des restaurants solidaires. Et enfin, sur le troisième axe, donc je vous parlais de l'impact direct sur la santé des travailleurs et des consommateurs de l'alimentation. Et là, c'est tout le travail sur la transition agroécologique. Alors là, il y a différents axes et création de références, en effet, pour voir quelles sont finalement les cultures, comme ça a été présenté à l'instant, à bas niveau d'intrants, ou les systèmes de culture. Ici, on parlait de l'agriculture de conservation des sols, l'agriculture biologique, qui nécessitent moins de produits de synthèse et de pesticides en l'occurrence. Et puis inciter, alors mettre en place des moyens incitatifs financiers, que ça soit, on parle en lien avec la politique agricole commune, des mesures agro-environnementales, des paiements pour services environnementaux, maintenant le label bas carbone, voilà, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent de rémunérer ces transitions et ces services environnementaux. Et puis c'est aussi accompagner la transition des systèmes, donc techniquement mettre en place des suivis techniques de transition à l'agriculture biologique et à l'échelle des exploitations. Et puis enfin, dernier point, et nous on a assez attaché à ça, c'est créer des débouchés, permettre finalement de rémunérer toutes ces filières. On parlait tout à l'heure des vertus des légumineuses, etc. Donc c'est pouvoir permettre des filières d'exister et d'être rémunérées. Donc c'est des politiques d'achat en restauration collective, mais c'est aussi voilà, le déploiement de filières locales sur les légumineuses ou toutes les productions à bas niveau d'intrants, voire le soutien à l'agriculture biologique qui est bien en peine en ce moment. Voilà, c'est l'ensemble de ces moyens d'action. Donc là, je vous les résume en 2 secondes. Mais il y a un certain nombre de projets, et y compris à l'échelle des projets alimentaires des territoires, qui se mettent en place, la structuration d'une filière légumes secs en Essonne, la politique sur les bassins de captage d'eau potable de la ville de Paris, par exemple, qui est quand même très très emblématique. Voilà un peu donc les PAT, le cadre des PAT, les quelques PAT franciliens et leurs particularités, et puis les liens entre alimentation et santé, et puis les liens entre alimentation et changement climatique et adaptation au changement climatique. Voilà, écoutez, je reste disponible pour les quelques questions. Pas trop dépassé. Merci beaucoup Thomas, c'était particulièrement intéressant. Je précise en plus que Thomas n'est plus en Île-de-France, donc c'est vraiment un effort d'autant plus important qu'on a bien compris les actions qui étaient mises en place en Île-de-France. Alors il y a quelques questions, mais vous pouvez continuer à poser des questions en cliquant sur l'icône Q&A qui doit être à droite de votre écran. Pour rebondir sur les PAT, il y a une personne qui demande si il favorise la mutualisation de services entre le centre et la périphérie, fournisseurs de denrées. En effet, il y a un peu ces réflexions, enfin typiquement métropole ou la ville de Paris, qui a très peu, enfin je sais pas si je pense que c'est ça la question, mais qui est très déficitaire en termes d'espace agricole, et donc avec un potentiel nourricier, on appelle ça le rapport entre ce qui est consommé et ce qui peut être produit, qui est très déficitaire.
Et en effet, on a de plus en plus de travail sur, ils appellent ça peut-être des contrats de réciprocité. Moi, la ville de Paris travaille beaucoup avec Lyon ou avec d'autres, y compris des PAT, enfin, ou d'autres territoires de projets qui sont en Bourgogne, qui sont ou dans la Sarthe ou dans le Perche, etc. Pour faire des liens et pour créer des débouchés pour des filières qui sont un peu plus, qui sont locales, mais dans un rayon de 200 km, quoi. C'est globalement ce que dit la ville de Paris. Et Toulouse Métropole travaille aussi et commence à travailler avec les agglomérations à proximité pour ceux qui connaissent Icoval et puis à l'ouest dans le Gers. Euh, En effet, mais on doit admettre que parfois il y a, alors moi je suis pas négatif, mais je dis les côtés un peu, les limites, c'est parfois une logique assez politique et du coup on sort pas forcément tout le temps des frontières ou en tout cas ils commencent dans des territoires très déficitaires en termes agricoles comme l'Île-de-France. Il y a parfois carrément une compétition pour les trois producteurs pour servir en restauration collective. Bon, ça on commence à se battre pour des légumes, c'est le début de la fin. Mais sinon, il y a quelques formes en tout cas de contrat de réciprocité. Oui, il y a du coup une question complémentaire de la même personne qui demandait comment éviter le profil de territoire servant. Donc j'imagine que c'est un peu ça. Enfin, j'ai demandé des précisions, mais j'imagine que c'est ça la question aussi. Est-ce que vous avez des éléments de réponse Euh, alors pour certains territoires dits servants, ça peut être plutôt des opportunités. Enfin voilà, j'ai discuté avec le PAT du Perche qui disait, bah nous de toute façon on a beaucoup, enfin notre bassin de consommation, on ne pourra jamais permettre la consommation et créer des débouchés locaux. Ben on s'intéresse un peu plus loin, donc c'est pas forcément, je pense, tant problématique en réalité. Politiquement un petit peu, mais dans les flux, en réalité, c'est plutôt des opportunités à mon avis. Très bien, merci. Alors, il y a une question beaucoup plus générale, peut-être qui s'adresse davantage à Michel Duru, peut-être pas. Comment expliquez-vous que les politiques européennes et nationales n'encouragent pas suffisamment, économiquement parlant, les agriculteurs à modifier leurs méthodes de production pour aller dans le sens de One Health? Je peux donner quelques éléments de réponse. Euh, Aller dans le sens de One Health, ça suppose que l'ensemble des acteurs du système alimentaire se mobilisent. M'explique. L'agriculture agroécologique, quelles que soient les modalités, c'est basé sur la diversification des cultures. Et comme je l'ai dit, les technologies après. Diversifier les cultures, ça suppose qu'il y ait des semences d'une plus grande diversité de plantes. Ça suppose que les organismes de collecte multiplient les silos. C'est l'exemple dans le sud-ouest. Bon, il y a deux cultures, le tournesol et le blé, il y a besoin de deux silos. Quand on commence à faire 5 sortes de légumineuses différentes, qu'on les met en association, il faut 5, 10 silos de plus, il faut des camions. Et donc, il y a toute une logistique à faire. Et ensuite, il faut créer le marché. Par exemple, en France, on dit qu'il faut consommer plus de légumineuses. Mais qu'est-ce qu'on constate? La consommation de viande se maintient, voire elle augmente pour les poulets. Donc, si l'ensemble des acteurs, y compris le consommateur, ne se concertent pas, ne changent pas de manière cohérente et articulée, les agriculteurs ne peuvent pas changer. De même pour les pesticides. Actuellement, tout est mis. Ça fait 3 plans éco-phyto qui sont un échec. Donc, avec les conséquences pour les qualités des aliments, de l'eau et de l'air. Parce qu'on centre les interventions politiques sur le fait d'utiliser la bonne machine, le bon produit, au bon endroit, au bon moment, à la bonne dose. Ce n'est pas suffisant. Ça passe par la diversification, l'amélioration de la santé du sol. Et là, ça met en jeu des changements, des bouleversements, des changements de façon de penser qui engagent d'autres acteurs que les agriculteurs. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, on fait des améliorations à la marge, qu'on appelle paramétriques, et on tourne en rond. C'est ce qui s'est passé pour les pesticides. Pour le climat, ça va être la même chose, pour l'azote. Il faut vraiment prendre conscience de la nécessité de ces changements radicaux. Merci beaucoup. Thomas, vous voulez intervenir? Alors pas beaucoup plus de non sur One Health. Il y a une question de précision. Il y a une question de précision sur le PAT. La personne qui a posé des questions sur le profil servant se référait plutôt à l'Île-de-France. Voilà. Je sais pas si vous avez... Au sein de l'Île-de-France. Donc en l'occurrence, pas tellement. Je vous dis, ça serait très drainé par Paris, qui a vraiment fait le choix d'aller même au-delà et
Mais bon, en l'occurrence, on voit quand même voilà, je vous redis ça, les petites compétitions entre certains territoires, mais, mais si c'est question de Paris, eux, on fait le choix de finalement s'intéresser à bien au-delà, quoi. Merci. Alors, il y a une autre question. Les changements de comportement alimentaire n'ont-ils pas aussi un lien avec le temps disponible au sein des ménages? Ah oui, Une c'est tout à fait probablement. vrai, hein. Oui. Parce que l'avantage des produits ultra transformés, s'ils sont pas très chers, on s'habitue, même on devient addict au goût. Mais la principale qualité, c'est qu'ils sont faciles à conserver, il n'y a pas à cuisiner, et ils se conservent longtemps. Donc il n'y a pas besoin de cuisine, il n'y a rien à faire, on ouvre la boîte. Quand il faut faire les légumineuses, il faut préparer les faire tremper la veille et tout ça. Donc ça n'a rien à voir. Mais quand on sait les bénéfices qu'il y a pour la santé, c'est motivant pour apprendre. Et quand on apprend, après, il s'instaure de nouvelles routines qui facilitent sa vie. Il faut passer d'une routine à une autre. Et ce passage-là, ça demande du temps, de l'investissement, de l'attention. Et puis de l'éducation alimentaire aussi, on parlait Oui. des écoles, de l'éducation. En tout cas, il y a aussi tout un volet important qui d'ailleurs pourrait probablement et qui doit l'être développé dans des actions de PAT. À condition, oui, que ça fasse partie, ce n'est pas toujours le cas et même, moi, je suis dans les PAT ici autour de Toulouse-Sicoval. Finalement, il y a beaucoup de réunions, il y a pas mal de monde, mais c'est des personnes déjà convaincues qui viennent finalement. Donc, les Mm, réunions, sans invitation comme ça pour débattre, ce n'est pas suffisant parce qu'on touche bien sûr. beaucoup de gens peut-être, mais c'est quand même une minorité. C'est ceux qui en ont le moins besoin en quelque sorte. Et en effet, il y a enfin, un travail, souvent, il y a pas mal d'actions qui sont liées à cette sensibilisation, éducation, alimentation, et avec des réflexions pour essayer de pas avoir une posture trop, enfin, déjà d'être adapté à chacun des publics. Je vous citais tout à l'heure le public senior, des élèves, etc. Et puis pas avoir une posture de bah oui, il faut bien manger, et, notamment pour du public précaire et compagnie, c'est un peu particulier, donc il faut que ce soit quand même bien fait. Et donc là, à mon avis, il y a une montée en compétences nécessaire. Ouais. Oui. Alors, autant pour l'éducation, pour les enfants, c'est possible. Je citais tout à l'heure une initiative du ministère de l'Éducation nationale où il y a maintenant des formations ciblées pour primaire, collège et lycée. Mais Mm, je pense pour le grand public, là, ça va être en fonction des revenus, des zones. Ça sera beaucoup plus difficile parce que l'avantage, notamment des webinaires ou des conférences ciblées pour les écoles, il y a un caractère, bon, c'est une vision nationale, mais pour aller dans les territoires, pour mobiliser les gens, alors c'est peut-être aux portes de oui. sortie des supermarchés qu'il faut faire des animations, je ne sais pas, mais c'est pas simple, hein, il faut développer de l'imagination, là. Alors dans le réseau ISE, on travaille avec des associations qui interviennent auprès de publics précaires et qui ont des actions de sensibilisation, des ateliers, en effet, la cuisine et comment avoir une alimentation pas chère et née. Donc il y a de temps, enfin il y a quand même des initiatives. Là, je connais aussi Euh, un cuisinier dans le Gers qui a été très innovant au niveau des repas des enfants de primaire, donc innovant à la fois pour la qualité de l'alimentation sans augmenter les coûts. Et donc, avec une diététicienne, ils ont édité un livre qui est disponible gratuitement sur Internet, de façon à ce que les parents soient au courant des changements qui sont faits et des possibilités que ça leur offre pour eux. Donc, c'est aussi éduquer les parents au travers des changements dans les cantines. Tout à fait, ce sont des bons acteurs relais, les enfants. Il y a une autre question sur la souveraineté alimentaire. Donc, on parle beaucoup dans le contexte actuel de souveraineté alimentaire qui devrait nous faire accepter une alimentation de mauvaise qualité. Comment porter les transitions présentées ici avec ce fond de discours inverse? La souveraineté alimentaire, c'est un faux problème parce qu'on ne spécifie pas pourquoi. En fait, il faut être clair, hein, comme je disais pour les céréales, quand on en produit 100, on en exporte 50, ok, on peut le laisser. On en consomme, nous, 10, 11 exactement, on donne 40 aux animaux. Donc, avec plusieurs groupes de travail, on a montré que les 40% de céréales ou de cultures qu'on donne aux animaux, dont ça correspond à 6-7 millions d'hectares, il suffit d'en libérer la moitié, donc consommer moins de produits animaux, on récupère 4 millions d'hectares et on peut faire des légumineuses qu'on importe massivement et qu'on ne consomme pas suffisamment, et on peut faire des légumes. On peut faire même plus de bio, même avec des moins de rendement. On a cette réserve. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, il faut arrêter. On a un ministère qui s'appelle Agriculture et Souveraineté Alimentaire. Mais ce sont des mensonges, n'importe quoi, des peurs qui n'ont pas de justificatif.
La souveraineté alimentaire, effectivement, elle est très défaillante par rapport à notre alimentation et par rapport à ce qu'il faudrait manger, mais c'est quelque chose qui, s'il y a la volonté politique et les moyens d'accompagnement, on peut résoudre parce que ça concerne surtout les fruits, les légumes et les légumineuses. Donc il n'y a pas de problème de souveraineté, ça. En fait, c'est un discours qui est fait pour intensifier l'agriculture, si je puis dire. Ça fait peur, donc en gros, on va manquer. Non, on a trop de terre. Si on se nourrit bien, on a suffisamment de terre, puisqu'on peut en libérer, enlever 4 millions de terres à l'élevage, tout en ayant suffisamment de protéines animales de qualité. Ce n'est pas un problème. Je l'ai montré dans un graphique, on surconsomme 40% de protéines en trop, dont au moins la moitié de protéines animales. Et comme c'est très consommateur d'espace pour les fabriquer, on libère des terres pour faire d'autres choses pour lesquelles effectivement nous dépendons. Le problème des fruits et légumes, c'est que nous ne sommes pas compétitifs forcément sur la main-d'œuvre. Donc c'est là que les collectivités, notamment les PAT, peuvent aider pour créer les conditions favorables au niveau du foncier, au niveau des bâtiments, au niveau de l'apprentissage. On a un déficit de compétitivité parce qu'on a laissé tomber ces productions. Nous sommes très compétitifs pour les céréales, mais pas pour les fruits et légumes. En partie parce que ce sont des parents pauvres de la R&D. Vous voulez compléter? Il y avait une question, je vais prendre, mais juste sur la sécurité sociale de l'alimentation. Là, je citais, en effet, sur ce modèle-là, en tout cas, il y a des solutions qui sont déjà mises en place, qui sont pas du niveau de la sécurité sociale de l'alimentation, qui sont avec un financement dédié, et puis finalement une qui sont à l'ensemble pour l'ensemble de la population comme une sécurité sociale. Mais bon, des bons alimentaires, des tickets services, des choses qui sont peut-être moins stigmatisantes, plus accessibles que de l'alimentaire classique. Il en existe déjà pour la sécurité sociale et l'alimentation. En effet, c'est très intéressant. Il y a par exemple des choses qui s'en rapprochent avec des réflexions, je crois, qui sont autour de la table, des territoires à vivre autour de Montpellier. Mais voilà, il y a eu c'était une proposition, la Convention citoyenne pour le climat. Il y a eu un retour en arrière là d'Elisabeth Borne, donc à suivre, mais ça semble pas porté par l'État actuellement. Je vois une question sur comment reconnaître un lait du soja fait du soja brésilien ou à l'herbe. En fait, en France, on n'a pas de label lait à l'herbe, alors qu'aux États-Unis, ça existe. Mais il y a un moyen d'y parvenir, c'est de prendre du lait bio. Non pas parce qu'il est bio, mais un lait fait à l'herbe pour des raisons souvent d'économie, un peu de cahier des charges, et fait à l'herbe. Donc si vous voulez du lait bio ou du beurre bio, prenez, si vous voulez un lait ou un beurre fait à l'herbe, prenez du lait bio ou du beurre bio. Par contre, pour le fromage, c'est plus compliqué. Il faut lire les cahiers des charges. Quand vous prenez du Cantal, c'est bien une AOC, mais il y a peu d'herbe. Vous prenez du Comté, il y a beaucoup d'herbe derrière. Donc, il faut lire les cahiers des charges. C'est compliqué. On n'a pas. Alors, ça va changer peut-être avec le futur EcoScore ou l'équivalent, qui permettra de connaître l'impact environnemental de la plupart des produits alimentaires. Il y avait une Merci. question. Pourquoi la France continue de plaider pour une PAC inadaptée? Ben, ça, en fait, c'est pas la France, hein, ce sont les syndicats majoritaires. En fait, ce qu'il faut voir, la grande évolution de l'agriculture dans les 50 dernières années, c'est la spécialisation, la simplification, et on réduit les impacts par les technologies, parce qu'il faut bien faire quelque chose. Mais l'agronomie nous apprend, c'est ma discipline, ma recherche, que si on veut vraiment réduire les impacts, ça passe par la diversité des plantes, qui induit une diversité dans les paysages et qui induit une diversité au niveau du sol. Ça complique la vie, ça suppose des changements en amont et en aval de l'agriculture, et ça, les gens n'en veulent pas, les acteurs. C'est trop complexe. Et puis, il y a l'idéologie que finalement, la France doit nourrir le monde. Donc, on doit continuer à exporter. Beaucoup, notamment un tiers du lait, on exporte la moitié de notre production de céréales. Mais ça génère des coûts environnementaux et de santé qui ne sont pas pris en compte pour l'instant. Donc, tant qu'on ne les prend pas en compte, il n'y a pas de raison de changer de système. Une question, juste pour rebondir sur les différences entre les laits. Quelle est la part de l'élevage qui est destinée à la viande en France? La part de l'élevage, alors j'ai du mal à répondre parce que En proportion. alors pour la viande de ruminants, surtout les vaches, Mm. un tiers de la consommation, c'est des vaches de réforme, c'est-à-dire des vaches laitières, D'accord. la campagne carrière.
qu'il faut savoir, c'est comme une très bonne question. Parce que, pourquoi on importe de la viande en France des vaches? Parce que c'est le consommateur qui est complice sans le savoir de ce système. Je l'explique. Les jeunes, enfin les Français, consomment beaucoup de burgers. Le burger est fait avec la partie avant de la vache. Et donc, si vous voulez, on ne consomme pas l'animal entier. Donc, on n'a pas suffisamment de viande de l'avant de la vache pour faire les burgers. Donc, on importe d'Allemagne. Et après, nous, on vend l'arrière. Mais si on voulait plus de souveraineté, il ne faut pas manger que des steaks hachés. Même le consommateur choisit les blancs de poulet plus que les cuisses. Ça déstabilise les filières en Afrique. Donc, il faut consommer le poulet entier. Et ça, le consommateur, sans le savoir, il est complice d'une désorganisation des filières et d'une perte de souveraineté alimentaire. Donc il y a un besoin d'information et d'éducation considérable. Et actuellement, la politique agricole, c'est de dire on suit les besoins du consommateur. Et à un moment donné, il faut se remettre en cause. D'une part, en moyenne, on consomme trop de viande. Et d'autre part, la viande qu'on consomme, notre consommation est biaisée, en ce sens qu'on consomme majoritairement des parties de l'animal et pas les autres. Ça crée des perturbations considérables et une perte de souveraineté alimentaire. Donc la consigne, quand on mange de la viande, il faut s'arranger à l'échelle de l'année ou du mois de manger l'animal entier, de toutes les parties. Merci. Alors, il y a d'autres questions. Pour quelles raisons les connaissances sur la préservation de qualité des sols promues par des personnes comme les Bourguignons ne percolent pas les cycles de formation des jeunes agriculteurs? Pourquoi? Alors parce que c'est un changement, comme on dit, de paradigme, de façon de penser. Quand on veut restaurer la qualité des sols, bien sûr qu'il faut réduire les pesticides, mais il faut surtout réduire le travail du sol. Et là, il y a une prise de risque pour l'agriculteur qui demande un encadrement. C'est pour ça que ça se fait souvent dans des petits collectifs qui se soutiennent les uns les autres et qui apprennent en marchant. Cette prise de risque, actuellement, elle n'est pas récompensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, sauf si c'est en bio, mais sinon elle n'est pas rémunérée. Donc, ça explique qu'il y a une partie d'une réticence des agriculteurs. D'autre part, la recherche, jusqu'à peu de temps, s'est assez peu investie dans ce domaine aussi. Et donc, on n'a pas des politiques qui soutiennent cette prise de risque. Donc là, il faudrait un changement de braquet et ce n'est pas encouragé actuellement par les politiques publiques. Hein. Les financements massifs qui actuellement arrivent en agriculture et dans la recherche, ce sont pour les technologies. Or, ce type d'agriculture, ça repose non pas sur des technologies nouvelles, mais sur des savoir-faire. Il faut savoir adapter aux contextes locaux. Donc, les soutiens financiers actuellement, ils sont, j'exagère un peu contre-productifs. Ils ne sont pas bien placés. Parce que justement, en plus, on a des politiques par problème. On a des politiques sur les pesticides qui ont échoué, politiques sur les nitrates, ça a plus ou moins échoué. Alors que dans ce qu'on essayait de montrer aussi bien Thomas que moi-même, si on a une vision d'ensemble, il y a quand même une très bonne nouvelle. C'est qu'il y a quelques changements structurants à faire qui sont positifs, dont les effets attendus sont positifs, à la fois sur la santé humaine, sur la santé de la planète, les gaz à effet de serre, sur la santé des sols et des plantes. Mais il manque de cette vision d'ensemble. Les ministères sont compartimentés, ils ne se causent pas. Les ministères de l'Agriculture et normalement de l'Alimentation, c'est deux hémisphères sans connexion. C'est pour ça que la pensée One Health est fondamentale. Il y a une autre question parce que là, on parle beaucoup finalement de propositions sur le moyen et le long terme. Et la personne demande comment faire du court terme au vu de la situation que vous nous avez présentée au début de votre exposition. Alors, il y a les PAT, mais Thomas, peut-être. Non, mais en effet, à ces échelles-là, après les plus gros leviers, en effet, c'est sans doute des projets nationaux, les plans protéines à l'échelle nationale, donc aussi des politiques au-delà de la PAC, bon, sur la transition de ces modèles-là. Et puis, alors, à votre échelle, je sais pas quelle échelle, hein, les collectivités, on a présenté un peu ce qui pouvait se faire à ces échelles-là. Et puis sinon, en tant que consommateur, il y a quand même beaucoup à faire. Hein, vous voyez, il y a quand même une part de responsabilité et puis un moyen de finalement modifier sa consommation. Et on voit quand même la consommation par habitant de produits de viande qui a un impact. Après, la population augmente, donc il reste plus de consommation de viande au global, mais c'est ce genre de choses. Mais là, je me permets de rebondir. Thomas parle du plan protéines, c'est une très bonne chose. En gros, c'est l'idée, on ne va plus apporter du soja. Sauf que
qui est sous-entendu, on va manger, nous, un petit peu plus humain de protéines végétales, mais surtout, on va s'assurer de ne plus apporter le soja, donc de remplacer le soja par des légumineuses qu'on va cultiver en France. Mais c'est un demi-pas ou un faux pas. Pourquoi? Parce que dans cette façon de penser, on n'envisage pas de réduire la consommation de viande. Et c'est un tabou dans les politiques publiques. Même le plan national nutrition santé met des limites, certes, pour la viande rouge et la charcuterie, mais il dit le poulet à volonté. Conséquence, actuellement, on importe massivement du poulet de Pologne ou du Brésil pour satisfaire notre consommation. Ce n'est pas les éleveurs le problème. Les problèmes, ce sont les consommateurs. Et aujourd'hui, nous sommes tous autour de la table des consommateurs. On n'entend pas. Merci, Ah oui, c'est bien. Ouais. merci beaucoup. Deux dernières questions peut-être. Quel levier d'action pour aider à l'installation de porteurs de projets en agriculture qui sont pour beaucoup enclins à avoir des productions diversifiées et des modes de production agroécologiques? Et une question Didier, un moyen d'orienter l'économie agricole ne serait-il pas de mieux prendre en compte les effets négatifs en augmentant la taxe carbone pour les émissions de gaz à effet de serre? Alors peut-être sur l'installation, il y a d'ailleurs pas mal de débats en cours sur une loi d'orientation agricole, une nouvelle loi d'orientation agricole, sur sur l'accès à l'installation agricole et soutien à l'installation agricole un peu différente. En effet, ces nouveaux profils, ces nouvelles aspirations représentent la majorité des types d'installations agricoles, de hors cadre familial, etc. Et en effet, c'est assez compliqué. Alors d'une part, il y a relativement peu de gens qui veulent s'installer en agriculture, c'est très contraignant. Donc il y a un besoin de aussi donner à avoir d'éveiller ses vocations, on appelle ça. Et puis après, c'est faciliter l'installation avec tous les verrous qu'on connaît, le foncier agricole et le capital en particulier. Et puis après, l'aspect technique. Là, il y a un certain nombre de choses qui évoluent assez rapidement, des formes d'intervention, notamment des collectivités, notamment sur la mise à disposition de foncier agricole, etc., qui sont assez coûteuses en réalité, mais qui se développent beaucoup. Et puis après, c'est plutôt là des lois d'orientation agricole sur qui peut accompagner les futures installations agricoles et quels conseils avec finalement quand même une opposition entre le parcours classique, souvent lié avec la chambre d'agriculture et puis les points accueil installation et puis des propositions assez alternatives de couveuses d'installations agricoles, de groupements d'agriculture biologique, etc. Et qui, voilà, faudrait rééquilibrer en réalité. Ça évolue assez vite. Pour autant, il y a quand même un mouvement de restructuration très important avec ce qu'on appelle restructuration, c'est une augmentation de la taille des exploitations parce qu'il y a un départ massif d'agriculteurs. Je vois une question, toutes et tous végétariens, point d'interrogation. Ça revient souvent. En fait, pour ceux qui veulent être végétariens, voire vegan, c'est pas un problème. Simplement, il faut être très avisé pour bien faire son équilibre alimentaire, vitamines, tout ça. Par contre, ne pas consommer, de viande du tout. Il faut voir que l'élevage de ruminants, si c'est fait à l'herbe, c'est vertueux. Mais je précise qu'en France, que le lait, c'est simplement 35% à l'herbe. Parce que les prairies, si vous voulez, jouent un rôle d'une infrastructure écologique un petit peu. Quand elles sont en rotation avec les cultures ou par les effets adjacents, ça joue un peu le rôle d'une haie pour les régulations naturelles des ravageurs. Donc les prairies en France, vous avez vu, c'est quand même 9 millions d'hectares de prairies naturelles, plus 3 et quelques millions d'hectares de prairies temporaires qui rentrent en rotation. Donc si c'est des prairies avec des légumineuses, ça c'est plutôt positif. Et à partir du moment où on a des prairies, il y a deux solutions. Soit on met des ruminants dessus, ou soit on fait de la méthanisation. Alors pourquoi pas une partie, mais c'est pas. Donc optimiser finalement notre espace d'un point de vue environnemental, l'élevage de ruminants bien conduit, mais j'ai bien dit redimensionné à la baisse, c'est pas une mauvaise chose. Après, pour les monogastriques, les porcs et les volailles, il y a les coproduits, ce qu'on appelle de l'industrie. Donc, ils ne coûtent rien, on réutilise, c'est l'économie circulaire, mais c'est que 15%. Donc, mettons 20%, j'exagère. Donc, si on voulait que ça ne crée pas de dégâts à côté, ben, il faudra en consommer 5 fois moins. Hein. On passer de 100% de notre consommation à simplement 20%. Quoi. Donc, il faut réduire, mais pas forcément supprimer. Quoi. Sauf pour ceux qui le veulent.
Merci beaucoup. Bon, je vois que la part des participants ne diminue pas trop, donc je me permets de poser deux autres questions qui sont apparues dans le chat. Vous parliez de réseaux de consommateurs. Comment se passe la cohabitation entre ces réseaux et les AMAP? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, quelle est la part de production alimentaire retirée de la vente parce que non conforme en termes de sécurité alimentaire? Peut-être pour la première partie de la question, euh, alors les AMAP, il y a des formes un peu différentes maintenant qui se déploient. C'est coopératives de consommateurs, c'est EPI, ça se développe pas mal en Sud-Île-de-France et puis un peu partout là, ces épiceries participatives. Euh, je pense que ça cohabite relativement bien. Il me semble qu'il y a quand même là, depuis finalement un an, depuis l'inflation et comme sur tous les circuits de proximité, la vente directe et la consommation de produits bio, il y a une baisse de la consommation et je crois que il y a des difficultés pour les AMAP. Voilà. Pour autant, je crois pas qu'il y ait une vraie concurrence. C'est un acte quand même plus militant et je pense que ça stagne globalement. Voilà. Mais c'est une démarche un petit peu différente à mon avis. Sur les aspects non conformes, pas d'informations Peut-être là-dessus. Michel Duru, la part de production alimentaire retirée de la vente pour Non, non-conformité. je connais pas, mais je pense pas que ce soit c'est moins important que le gaspillage à la maison. Je veux dire, ça existe bien sûr, mais je suis incapable de chiffrer, quoi. Je rebondis sur l'autre question, là. N'est-ce pas le rôle du Premier ministre d'aligner la stratégie des ministères de l'Agriculture, de la Santé et de la lutte contre la précarité? Oui, mais le problème, c'est qu'au sein d'un ministère, c'est déjà pas clair, hein, comme je le dis, entre l'agriculture et l'alimentation. Il y a 3 ans, j'ai été auditionné par un groupe du ministère de gens fort instruits et compétents pour un rapport sur l'élevage et la consommation de protéines animales. Quand j'ai lu le rapport, je l'ai trouvé audacieux et très bien construit. Mais ce rapport est parti à la poubelle. Pas le droit de le diffuser, quoi. Ordre. Donc, vous voyez, donc on en est. Les ministres veulent des Merci. choses simples et qui bouleversent pas l'ordre des choses. Or, ma spécialité, c'est l'élevage. Comme je dis toujours, je suis pas végane, je suis pas végétarien, mais il faut réduire. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça, on ne veut pas le voir. Maintenant, il y a des connaissances scientifiques solides. On ne peut pas le contester. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, comme je le disais, le consommateur est complice sans le savoir non plus. Il complique les choses. C'est-à-dire actuellement, la production de viande bovine baisse en France, mais la consommation baisse moins vite que la production. C'est pour ça qu'on importe de la viande du Brésil bovine. Donc le problème, c'est les consommateurs et pas les problèmes. Le plus important, c'est les consommateurs, ce ne sont pas les éleveurs. Ça peut paraître choquant, mais comme ça. Bon, je vous remercie, Michel Duru, Thomas Lefebvre, d'avoir accepté de participer à notre rendez-vous. Je remercie aussi Tania Pachev qui m'a bien conseillé, Pascal Gorge et Christine Canet. N'oubliez pas, avant de partir, de répondre au questionnaire de satisfaction en quittant l'événement. C'est important pour nous. On se retrouve le 25 mai, pardon, pour le cinquième épisode. Et je vous mets les dates. Pour le cinquième épisode de la série Vivre avec le changement climatique, les territoires s'engagent, qui est organisé. Vous voyez mon écran? Ouais. Oui, Qui est oui. organisé en partenariat avec Ecopolis, où on parlera de chaleur en ville. Et puis on se retrouvera aussi le 22 juin pour parler cette fois-ci de l'éco-anxiété et essayer d'identifier des leviers aussi sur les territoires pour diminuer cette éco-anxiété. Donc n'oubliez pas de vous inscrire. Je vais vous partager le lien vers l'événement du 25 mai dans le chat. Vous souhaitez vous inscrire. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. C'était particulièrement intéressant aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et donc à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.